Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de regarder les programmes de Al Mouridia TV et bienvenue dans ce plateau spécial consacré à la célébration de l'indépendance du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Meïssa Babou, il est économiste, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et le docteur Djibi Diakhaté, il est sociologue, chercheur en même temps, il enseigne à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Messieurs, bonsoir. Voilà. Donc la première question, c'est 55 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Jusqu'à présent, les Sénégalais se demandent est-ce que nous sommes libres, nous sommes réellement indépendants? Est-ce que vous avez une réponse à leurs préoccupations, le docteur Meïssa Babou? Merci. Je crois que avant de vous répondre, d'ailleurs, je dois saluer mon ami Djibi. Et c'est un grand plaisir. Je vous disais que tantôt, quand vous m'avez annoncé son arrivée, j'avais dit que c'est peut-être l'un des plus beaux plateaux que je peux avoir parce qu'on partage beaucoup de choses. Ça suffit pour que vous compreniez ce qui nous lie. En fait, 50 ans d'indépendance, 50 ans peut-être de liberté, ce ne serait pas peut-être assez commode de lier les deux concepts. Parce que l'indépendance que nous fêtons est beaucoup plus une indépendance politique. C'est-à-dire que c'est au niveau peut-être de la configuration des dirigeants africains que la France, qui nous avait colonisés, nous a donné une petite liberté quand même de pouvoir désigner certains de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Mais quand au fond, dans le développement, dans l'indépendance économique, nous avons quand même quelques problèmes parce que nous sommes encore aujourd'hui sous la coupole de cette même colonie, mais sous la coupole aussi de grandes banques de Bretton Woods, qu'on appelle la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, au point que finalement, nous sommes encore au pas de ceux-là qui nous avaient colonisés, au pas aussi du capital mondial, et par conséquent, indépendant peut-être dans le choix des hommes, parce que nous sommes aussi un pays de démocratie, mais pas libre au point de pouvoir choisir notre propre modèle de développement. Et je crois que la monnaie qui est aujourd'hui l'instrument économique le plus en vue, cette monnaie CFA-là, qui est aujourd'hui pilotée par notre BCEAO, nous n'avons pas en fait la liberté de manipuler cette monnaie-là en termes de taux de change par rapport à ce que font les Européens qui sont à un taux directeur de presque zéro, ce que font les Américains qui sont à un taux directeur de zéro, mais nous, ce sont encore les Français qui siègent à la BCEAO et qui nous refusent peut-être un taux directeur proche de zéro pour que nos banques commerciales puissent nous prêter à 2 ou 3%. C'est donc un indicateur de taille en fait, pour dire que nous sommes encore sous la coupole. Ok, nous y reviendrons certainement. Docteur Djibi Diakhaté, est-ce que vous êtes d'avis, vous avez donc le même avis que le docteur Meïssa Babou? Moi, normalement, je préfère plutôt écouter Meïssa Babou parler. C'est quand même une lumière, je lui ai dit. C'est un ami, c'est un frère. Je voudrais le féliciter, le remercier, l'encourager pour ce qu'il fait, mais aussi vous féliciter en tant que télévision, en tant que structure qui se mobilise dans l'espace des médias, vous encourager aussi pour les pas de géant que vous êtes en train de poser. Je considère que l'indépendance du Sénégal est encore nominale. C'est simplement au niveau théorique, mais que dans la pratique, comme Meïssa l'a dit tout à l'heure, nous restons encore sous la coupole des Occidentaux. Lorsque Kourouma parlait du soleil des indépendances, c'était une façon de dire, au fond, on nous a donné quelque chose d'une main qu'on a retiré de l'autre. En réalité, ça se passe comme ça, nous sommes dans un bluff. Nous sommes véritablement dans un bluff et la meilleure preuve qui atteste cela, c'est la langue que nous sommes en train de parler et qui est une langue que nous enseignons dans nos écoles dès le bas âge aux enfants. Nous apprenons le français et nous apprenons par le français. Aujourd'hui en Afrique, c'est l'anglais, c'est l'espagnol, c'est le français, c'est l'anglais, bref.
c'est la langue de l'ancien colonisateur. C'est pourquoi Sartre, grand intellectuel français, disait la chose suivante. Il disait, entre les colonisés, le colon s'est arrangé pour être l'éternel médiateur. Ouais. Et comme les mots sont des idées, dit-il, quand le nègre déclare en français qu'il rejette la culture française, il prend d'une main ce qu'il rejette de l'autre. Il installe en lui comme une broyeuse l'appareil à penser de l'ennemi. Il y a un combat que Cheikh Ahmadou Bamba avait mené depuis longtemps et qui était un combat pour l'indépendance. Ce combat-là est aujourd'hui plus que jamais actuel. Le combat de Cheikh Ahmadou Bamba, c'était de dire non à la politique assimilationniste de l'Occident. L'occidental est quelqu'un qui est venu, qui a pillé les ressources économiques, mais le pillage le plus dangereux de l'occidental, c'est le pillage des ressources culturelles. Et des figures comme Cheikh Ahmadou Bamba se sont positionnées pour lutter contre cette assimilation coloniale. Il se trouve aujourd'hui que cette assimilation atteint des proportions de plus en plus élevées et à tous les niveaux, au plan culturel, au plan social, au plan économique. Je vous dis simplement que nous sommes dans un cercle vicieux. Nous ne sommes pas sortis de ce soleil dont parle Kourouma. C'est-à-dire que nous ne sommes vraiment pas indépendants, sinon c'est simplement une indépendance de nom, c'est un bluff, c'est un véritable bluff. On parle quand on... Et d'ailleurs ça me fait moi rire quand je vois à l'occasion des fêtes d'indépendance l'armée qui se mobilise, le défilé militaire, prise d'armes pour montrer qu'on a un certain poids. Et puis après, si vous regardez tous les accords militaires que nous avons signés avec la France, avec les États-Unis, vous vous rendez compte au fond que c'est des pelotons encore sous la coupe des généraux américains et en faisant sortir l'armée, les armes, avec tout ce que l'État dispose donc en termes de matériel, qu'est-ce qu'ils veulent montrer réellement devant les Sénégalais, devant la communauté internationale? une indépendance, mais une fausse indépendance. Lat Dior disait depuis longtemps qu'un hôte n'a pas le droit de construire. Gandou Tabakh. Or, justement, ils ont construit. Ils ont construit notre armée, c'est eux, l'armement que nous achetons, certainement les économistes pourront développer beaucoup de choses là-dessus, c'est eux, ils nous imposent ce que nous devons acheter, comment nous devons écrire, c'est eux qui entraînent nous, etc. Nous avons des accords militaires, bref, c'est eux. On a vu dernièrement ce qui s'est passé au Mali, n'est-ce pas? C'est l'armée française qui est intervenue et c'est la France qui joue en fonction de ses intérêts. C'est un jeu d'échecs où la France pousse ses pions. Moi, je suis d'accord avec Aminata Traoré, ancienne ministre malienne, qui a analysé cette affaire-là en montrant qu'en définitive, ce qui se pose au Mali, c'est un problème qui met en avant les intérêts français et des intérêts à préserver. Donc, en réalité, nous ne sommes que des farceurs. Il me semble. Ok. Voilà. Le docteur Meissa Babou, vous avez dit tout à l'heure que l'Afrique, et en particulier le Sénégal, n'est pas indépendant économiquement. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas indépendant économiquement? Oui, et si seulement on rappelait cette célèbre citation, et si l'Afrique refusait le développement, je crois que si sur le plan économique nous sommes encore très en retard, c'est parce que simplement on n'a pas retrouvé les valeurs africaines qui doivent fonder les modèles économiques que nous devons suivre. Je prends un exemple parce qu'à la fin au début des indépendances, après les 2 guerres mondiales, on a cru comprendre qu'en fait, ce qui faisait la différence entre les pays développés et les pays sous-développés, c'était simplement un problème soit de croissance ou d'industrialisation. Oubliant que chaque pays a peut-être ce que Ricardo appelait les avantages comparatifs, c'est-à-dire partir d'un socle culturel, d'un socle économique et faire son développement à partir de façon inclusive. Le concept, on y reviendra. Malheureusement, on s'est retrouvé avec une politique imposée par les colonisateurs pour que l'Afrique continue d'être la sève nourricière de l'Europe à partir de l'arachide du Sénégal, à partir du coton ou burkinabé ou bien du cacao ivoirien, parce que finalement, c'est plus facile de développer un petit pays comme le Gabon à moins d'1 million d'habitants, mais qui avait une forêt et qui avait aussi du pétrole. Toutes choses qui font qu'au lieu d'aider ces pays à se développer, ils nous ont préféré nous maintenir dans le giron d'être simplement des pays où on peut venir exploiter une matière première. Et on se rend compte que finalement, il y a ce qu'on appelle
l'échange inégal. L'échange inégal, c'est l'arachide du Sénégal transporté en Europe qui nous revient en huile à 100 francs, s'il vous plaît, le kilogramme à l'époque, qui nous revient à 1000 francs. Et il fallait simplement peut-être 2 kg d'arachide pour 1 kg d'huile porté à 1000 francs. Et cet échange inégal continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, au lieu de nous donner la technologie nécessaire pour maintenir le cacao ivoirien en Côte d'Ivoire, au lieu de venir avec une technologie nécessaire pour maintenir le bois gabonais au Gabon, ils ont préféré nous maintenir dans une exploitation pour, en fait, pouvoir continuer leur développement à partir d'une industrialisation dont la base est certainement l'Afrique. Et là, je crois que ceux qui ont tenté de s'opposer à cette méthode européenne l'ont payé très cher. Au Burkina, l'autre l'a payé très cher, Thomas Sankara. En Centrafrique, il a fallu simplement qu'on retrouve un peu de diamants, qu'on veuille changer de fournisseur. À la place d'un Français, ils ont voulu peut-être mettre des Chinois et le pays a pris feu, etc., etc. On peut multiplier les exemples où, quand bien même un pays se décide à prendre son développement en main, son avenir en main, immédiatement c'est la réaction de l'Occident. Donc c'est quoi une question de confiance, de croyance, de valeur et tout? Oui, mais je crois que c'est une question de domination. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore les moyens d'être libres. Hein? Donc, ils nous balancent cette pseudo-indépendance, mais en réalité, nous ne sommes pas libres pour choisir. Parce que si tu choisis, tu es mort. Cela veut dire que donc, je crois que c'est, comme l'a dit Djiby tantôt, c'est vraiment dans l'ordre du nominal. Mais ce n'est pas encore une réalité. Et tant que ce n'est pas une réalité, tant que nous continuons d'être cette vache à lait pour l'Europe, je crois qu'ils vont nous maintenir dans notre sous-développement. Ok, selon le docteur Meïssa Babou, le Sénégal n'est pas indépendant économiquement. Docteur Djiby Diakhaté, c'est une question de valeur, de culture, d'éducation. Et que peuvent être en tout cas les impacts, sinon l'impact d'un pays qui se croit indépendant alors qu'il ne l'est pas? Oui, mais il est clair que sur le plan social, tout au moins, c'est un complexe très grand que l'on peut développer par rapport à l'homme blanc. C'est-à-dire que nous avons des structures aujourd'hui qui sont mises en place, qui sont de nature à promouvoir, à développer ce complexe d'infériorité par rapport à l'homme blanc. Aujourd'hui, ça se manifeste à travers la dépigmentation de la peau, ça se manifeste à travers notre façon de parler, ça se manifeste à travers nos choix. Je préfère une chemise qui me vient d'Italie, qui me vient, etc. Je préfère des chaussures qui me viennent des États-Unis à des chaussures qui me viennent de Ngaï Mékhé. Même si la chaussure de Ngaï Mékhé, en termes de qualité, peut l'emporter largement sur celle qui vient des États-Unis, je veux dire qu'ils ont installé un complexe. C'est pourquoi Bob Marley chante quelque part que l'esclavage le plus dangereux, c'est l'esclavage mental. Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our mind. En fait, il n'y a que l'individu lui-même qui peut s'extirper de cet esclavage mental. Or, justement, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où nous restons dépendants de l'ancien colonisateur. Et cette dépendance par rapport à l'ancien colonisateur fait que encore nous développons ce complexe. Qu'est-ce que nous regardons à travers nos télévisions en termes de films, en termes de théâtre? Est-ce que c'est des produits qui réfèrent à notre identité, à notre destin, ou alors est-ce que c'est des produits que nous consommons et qui nous viennent de l'extérieur? Donc nous nous rendons compte que la dépendance, la situation de dépendance, elle est catastrophique. Elle promeut, cette situation de dépendance, un complexe d'infériorité par rapport à l'autre. Donc tout ce qui est bon, c'est l'autre, et nous, c'est mauvais. Et à partir de ce moment-là, vous déstructurez la plateforme culturelle, les représentations, les symboliques propres à une communauté. Mais vous ne pouvez pas construire un développement si vous n'avez pas d'identité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a des fondamentaux qui doivent exister. Vous convoquez les Chinois, vous convoquez Singapour, Malaisie, etc. C'est à partir d'une identité. C'est à partir d'un être. C'est à partir d'une essence. C'est à partir de représentations et de symboliques. C'est à partir de conception du monde que les gens bâtissent leur schéma de développement. Mais vous ne pouvez pas bâtir un schéma de développement totalement importé avec une méthodologie, un langage, un système de communication. Tout vous vient de l'extérieur, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas dans ce schéma. Qu'est-ce qu'il faut faire
qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut aller vers des ruptures fortes, il faut oser s'assumer. Mais il se disait tout à l'heure que ce n'est pas simple. Lorsque Thomas Sankara disait à une conférence de l'Unité africaine que si tous les autres présidents ne défendent pas même le point de vue que je suis en train de défendre, l'année prochaine, je ne serai pas parmi vous. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On l'a assassiné. Il en a existé d'autres leaders qui ont porté cette revendication, ce principe de l'autodétermination. Vous avez parlé de souveraineté internationale, qui ont voulu défendre ce principe, mais qu'on a purement et simplement supprimé. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, la main de l'occidental est présente à tous les niveaux de notre vécu. Au niveau du vécu politique, des fois, nous croyons que c'est nous qui choisissons, mais le choix peut être téléguidé. Je veux dire qu'on peut tellement bien formater un candidat que finalement, il s'impose à nous. Parce que les médias jouent, etc., tout le monde, c'est un certain nombre d'éléments. Et parfois même, on nous dit que nous avons la photocopie de la Constitution française. Oui, mais je crois qu'à tous les niveaux, hein, notre système, nous avons, en fait... Tout le système éducatif, judiciaire... Le mimétisme, le mimétisme. En fait, c'est ça, hein, nous sommes considérés comme la périphérie. Lorsque Marshall McLuhan assimilait le monde à un village planétaire, il disait que dans ce village, nous avons des sociétés au centre, des sociétés à la proche périphérie et des sociétés à la lointaine périphérie. Et les sociétés à la lointaine périphérie sont les sociétés africaines. Regardez au niveau du système des Nations Unies. On vous dit que plus de 80% des dossiers qui sont pris en charge, qui font l'objet de discussion, concernent l'Afrique. Et là où on discute de problèmes africains, il n'y a aucun Africain présent. Nous nous contentons de subir le dictat des autres, et notamment le dictat de nos anciens pays colonisateurs. Et aujourd'hui, quand Albert Tevedjere écrit ce texte intitulé la pauvreté, richesse des nations, il se pose simplement une question très basique. L'Afrique est l'un des continents les plus riches du monde en termes de richesse du sol et du sous-sol. L'Afrique est l'un des continents les plus riches du monde en termes de ressources humaines. Nous avons une population essentiellement jeune. Nous avons beaucoup de terres, nous avons de l'eau, nous avons etc. Et paradoxalement, ce continent-là est le continent le plus pauvre du monde. Okay. Il n'y a que deux possibilités. La première possibilité, c'est que nous ne sommes pas maîtres de ces richesses. La deuxième possibilité, c'est que nous sommes victimes d'un système d'exploitation à l'échelle mondiale. Okay. Et ce sont ces deux possibilités qui vont ensemble. Voilà. Docteur Babou, donc nous avons également hérité d'une situation, c'est-à-dire qui nous a été léguée par les Blancs. Et ce sont même ces Blancs qui nous ont imposé la culture de l'agriculture, même s'ils l'ont trouvé, sinon ils ont participé à mettre ça en place. Et d'ailleurs, même le prix a été fixé par ces derniers. Et comment le Sénégal a pu en tout cas gérer cette économie qui est actuellement dévalorisée parce que l'arachide, en tout cas, ne sert plus grand-chose par rapport en tout cas à l'exportation, sinon même à l'effort d'un marché international. Oui, c'est ça le drame. C'est-à-dire, au départ, l'arachide, le cacao, etc., leur servait beaucoup. Le Sénégal exportait. C'était beaucoup trop facile parce qu'en fait, l'industrie européenne avait besoin de l'arachide. Mais il y a une évolution. Aujourd'hui, l'arachide n'est pas la première matière pour faire et du savon et pour faire de l'huile. Il y a le soja, il y a d'autres matières qui sont aujourd'hui beaucoup plus exploitées. Et aujourd'hui, ils nous laissent pratiquement notre arachide qui n'est plus exporté en Europe. C'est peut-être la Chine qui avale tout aujourd'hui parce que son économie marche. Il y a une telle croissance telle que la Chine est prête même à acheter le sable. Hein, si tu ramasses même les saletés de Dakar, la Chine est prête à l'acheter tellement c'est un pays où tout est en croissance. Finalement, ce qu'il nous faut, je crois que c'est inventer la roue. On dit souvent on ne faut pas, mais il nous faut inventer la roue. Il nous faut un modèle de développement calqué un peu sur notre configuration économique, mais aussi par rapport à notre culture. Je crois qu'on se trompe parce que l'Asie est partie de ce socle culturel. Tous les produits chinois que vous voyez là sont des dérivés de culture traditionnelle. Hein, qu'ils sont maintenant en train d'industrialiser et de formaliser. Vous savez, les praticiens que vous voyez au Sénégal là, sont en train de faire un grand travail comme les Chinois. Ils sont capables maintenant de fabriquer des produits pour les cheveux, des produits pour des maladies, etc.,
à une échelle bientôt industrielle. Je crois que même l'Europe est partie de son secteur traditionnel qu'elle a transformé en industrie, mais nous voulons ne pas compter sur notre secteur traditionnel. Nous voulons nous industrialiser immédiatement, c'est-à-dire que nous sautons tout un pan de la société traditionnelle, un peu informelle, semi-moderne, pour immédiatement nous focaliser sur des investissements extrêmement chers dont on n'a pas les moyens, mais rien que pour faire une industrie aujourd'hui pour faire du pain. Mais vous êtes à 70 millions pour une boulangerie. Okay. Pour faire de l'huile, peut-être vous êtes à 1 milliard. Moi, je crois qu'il nous faut peut-être... On ne peut pas être libre totalement. Mais je crois qu'il y a la responsabilité des politiques qui devaient peut-être quand même nous mettre sur la voie d'un développement soutenable. Soutenable, c'est-à-dire que par rapport à nos moyens, soutenable, c'est-à-dire en utilisant la grande masse, 70% des ruraux qui sont en fait le socle de la population rurale, mais une économie rurale, inclusive, adaptée à nos besoins, qui puisse satisfaire les besoins sans que ça ne soit un produit industriel au niveau de la qualité comme des Européens. Et je crois que tant qu'on vise ce produit européen-là, tant que, comme l'a dit Djibi, notre mentalité est extravertie, on se restera dominé parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir cette qualité-là. Voilà, donc, docteur Djibi Diakhaté, le Sénégal également a connu des périodes un peu difficiles vers les années 1970 avec la période sécheresse, ce qui a motivé en tout cas le déplacement des Sénégalais de l'intérieur vers les villes. Est-ce que nos gouvernants, c'est-à-dire les autorités étatiques, n'ont pas pris donc à bras le corps cette situation qui a évolué durant des années pour au moins stabiliser ces jeunes, ces hommes au niveau de leur terroir. Et actuellement, on nous parle retour vers l'agriculture. Comment vous analysez cette situation? Oui, là aussi, ça montre que nous avons encore des pas de géants à faire dans le sens de l'indépendance. Nous avons hérité de la colonisation un mode d'aménagement du territoire qui était en phase avec l'économie de traite. Le colonisateur, c'est quelqu'un qui avait un projet en termes d'exploitation économique. Il avait mis en place l'économie de traite. L'économie de traite, c'est mettre en place surtout des infrastructures industrielles, de petites infrastructures industrielles de transformation tout au long du littoral. Et l'intérieur du pays était spécialisé dans la culture de certains produits, l'arachide, le coton, etc., selon les pays. On cultive l'arachide, par exemple, à l'intérieur du pays, à l'intérieur du Sénégal. On l'achemine vers le littoral. Par le train. Par le train. On transforme à partir du littoral une première petite transformation. Après, on met dans des bateaux et on transporte vers la métropole. C'était aussi simple que ça. Qui fait que le colonisateur, avec son aménagement du territoire, a conduit à ce que l'on peut appeler une littoralisation de l'activité économique. L'activité économique, les grandes infrastructures ont été concentrées au niveau du littoral. À partir des années 70, avec les cycles de sécheresse, mais on a vu les ruraux maintenant quitter en masse l'intérieur du pays et se déplacer vers le littoral, et notamment vers Dakar. Dakar est aujourd'hui la région la plus petite du Sénégal, seulement 550 km², même pas 1% du territoire sénégalais. Et Dakar est paradoxalement la région la plus densément peuplée du Sénégal. La région de Dakar est plus peuplée que le Gabon tout entier. Le Gabon fait entre 1 600 000 et 1 700 000 habitants. La région de Dakar fait plus de 3 millions d'habitants. Donc à peu près 2 fois le Gabon. Or, le Gabon est plus vaste que le Sénégal. Le Gabon fait plus de 220 000 km². Le Sénégal, c'est autour de 197 000 km². Il y a un problème. Une surconcentration humaine sur une bande de terre restreinte. Ça veut dire qu'on a laissé en rade l'arrière-pays. Et lorsqu'on est arrivé à l'indépendance, entre guillemets, est-ce qu'on a travaillé dans le sens de rétablir un équilibre, un système d'aménagement du territoire qui réponde à ce que Moïse disait tout à l'heure, le type d'économie que nous voulons mettre en place, le type de développement que nous voulons mettre en place? On ne l'a pas fait. Lorsque le président Macky Sall a pris le pouvoir, le premier acte qu'il a posé comme président, c'est de se rendre en France. C'est le premier acte. Bon, j'aurais vu un président de la République poser comme premier acte aller à l'intérieur du pays. Comme premier acte. Et puis ensuite, aller voir les pays limitrophes, les pays voisins. Ça se joue à ce niveau.
D'accord? Mais ça montre évidemment que jusque-là, en termes d'aménagement du territoire, parce que tout est lié, hein, l'aménagement du territoire est lié à l'économie. Or, nous avons un aménagement du territoire qui est complètement en déphasage avec le système économique que nous voulons. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si nous avons un système économique qui nous est propre, mais en réalité, le système économique qui avait été mis en place par le colonisateur était accompagné par un aménagement du territoire qui pouvait le rendre possible. C'était clair. C'était très clair. L'économie de traite, un aménagement qui permettait de faire ça. On est arrivé à l'indépendance, on n'a pas dit, écoutez, voilà ce que nous voulons faire. Ça n'a rien à voir avec ce que le colonisateur était en train de faire. Nous voulons faire ça et voilà le type d'aménagement de territoire qui répond à cette affaire. Nous ne l'avons pas fait. En conséquence, on va continuer à avoir un déferlement des populations de l'intérieur vers ce que l'on appelle le Sénégal utile. Et actuellement, on demande à ces populations de retourner vers les... Mais ça, je dis que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas vous lever un matin Décréter. par une sorte de décréter un retour. C'est pas possible. Wade l'avait fait avec cette histoire de REVA, retour vers l'agriculteur. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Aujourd'hui, on est en train de dire, oui, il faut retourner à l'agriculture. D'abord, qui le dit? Il dit que, il y a la légalité, il y a la légitimité. Quand Cheikh Sidi Makhtar appelle les disciples à venir cultiver la terre, ils vont le faire. Quand Serigne Saliou Mbacké, Rabbi Allahu anhu, met en place les domaines de Khelcom et appelle les talibés à la culture, les gens peuvent le faire. Parce qu'il a la légitimité. En matière de société, la légitimité est importante. C'est important. Par contre, lorsque c'est quelqu'un d'autre qui le fait, il a besoin d'avoir cette légitimité. Et cette légitimité, on la fabrique. Il ne s'agit pas seulement d'être légal. Être légal, c'est que vous avez été élu, il y a des élections, etc. C'est ce que Max Weber appelle le pouvoir rationnel légal. Mais à côté du pouvoir rationnel légal, vous avez d'autres types de pouvoir. Max Weber parle de pouvoir traditionnel et de pouvoir charismatique. Il y a des gens qui détiennent ce pouvoir avec une certaine légitimité. Or, un président, il doit s'introniser socialement. S'introniser socialement, c'est-à-dire avoir une certaine légitimité sociale. Mais pour avoir cette légitimité sociale, il faut aussi, à travers un programme, à travers une posture, à travers une façon de faire, les gens vont dire, ah oui, tiens, je crois que nous sommes d'accord avec cette offre que ce monsieur nous a faite et les gens seront engagés à y aller. Et ils vont se l'approprier. Oui, ils vont se l'approprier. Voilà. Léegi dañuy dem léegi ci